Vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 20 janvier 2012. Bonsoir à tous. Tuerie en Afghanistan. 4 soldats français sont morts, une quinzaine d'autres sont blessés. Nicolas Sarkozy envisage un retrait anticipé des troupes. Depuis 2001, 82 soldats français sont tombés sur le sol afghan. François Hollande, qui demande le retrait des troupes françaises d'ici la fin 2012, tiendra dimanche son premier meeting national au Bourget pour le programme du candidat socialiste. Eh bien, il faudra attendre encore un peu, il faudra attendre jeudi. Un programme chiffré, annonce son porte-parole, Manuel Valls. Et puis, ce gros coup de vent dans le monde de l'Internet, les autorités américaines ont fermé le site de téléchargement Megaupload, un coup dur pour les pirates du net. Ce sera le débat de notre 19h avec sur notre plateau Philippe Aigrin, cofondateur de la Quadrature du Net, et Thierry Solaire, vice-président UMP du Conseil général des Hauts-de-Seine, spécialiste de l'Internet. Les faits sanglants qui se sont passés tôt ce matin dans les profondeurs de la vallée de Kapisa en Afghanistan marquent à coup sûr un tournant pour la présence militaire française dans cette région du monde. 4 soldats français sont tombés sous les balles d'un militaire afghan, une quinzaine de blessés dont 8 graves. La gravité des faits a changé l'esprit des vœux qu'exprimait ce matin le président de la République au corps diplomatique. C'est désormais la question d'un retour anticipé de l'armée française qui est bien posée. Nicolas Sarkozy. Et si les conditions de sécurité pour nos soldats, comme les conditions du recrutement des soldats afghans au sein de l'armée afghane, ne sont pas clairement précisées et sécures, la France en tirera immédiatement toutes les conséquences. Nous sommes des amis du peuple afghan, nous sommes des alliés du peuple afghan, mais je ne peux pas accepter que des soldats afghans tirent sur des soldats français. Si les conditions de sécurité ne sont pas clairement rétablies, alors se posera la question d'un retour anticipé de l'armée française en France. Nicolas Sarkozy qui rencontrera sur ces questions le président afghan vendredi prochain à Paris. Hamid Karzai qui a présenté ses condoléances au peuple français en soulignant l'aide considérable apportée par la France à son pays depuis maintenant 10 ans. Alors que s'est-il passé et précisément ce matin dans cette base de Guam, dans la province de Kapisa? Les militaires français terminaient une séance d'entraînement sportif. Ils étaient désarmés quand le drame est arrivé. Cécile Sixou. Il est 8 heures, les soldats français de la base militaire de Guam dans la province de Kapisa sont ici pour former l'armée afghane. Ils terminent à peine une séance de sport quand un homme vêtu de l'uniforme afghan ouvre le feu sur eux. Ils ne sont pas armés. Au total, il tue 4 militaires et fait 15 blessés dont 8 graves. Ce n'est pas la première fois qu'un soldat afghan, j'ai choisi le mot assassine à dessein parce que c'est un véritable assassinat, assassine des soldats français. En décembre dernier déjà, 2 légionnaires français sont morts, tués par un militaire afghan. Depuis 2 ans, des incidents similaires se multiplient. Une quarantaine de soldats américains et britanniques ont déjà subi le même sort, mais l'OTAN nuance. De tels incidents sont graves et font les gros titres. Mais ils sont isolés. Nous avons le même objectif, un Afghanistan qui soit responsable de sa propre sécurité. Nicolas Sarkozy a en tout cas stoppé jusqu'à nouvel ordre toutes les opérations de formation de l'armée afghane et pourrait décider d'un retrait anticipé des troupes françaises d'Afghanistan, normalement prévu en 2014. Quant à François Hollande, il a réaffirmé sa position. Si les Français m'accordent leur confiance le 6 mai prochain, je retirerai nos troupes d'Afghanistan fin 2012. Ce retrait se fera rapidement. Ces nouveaux décès portent au total à 82 le nombre de militaires français tués dans le pays depuis le début de l'intervention en 2001. Gérard Longuet, le ministre de la Défense, est actuellement en route vers l'Afghanistan. Ici à Paris, Jean-Pierre Bel a fait part de sa vive émotion face à ces événements. Le président du Sénat qui fera observer une minute de silence à l'ouverture de la séance sénatoriale. Ce sera mardi.
Bonsoir Jacques Gauthier, merci beaucoup d'être avec Bonsoir. nous. Je rappelle que vous êtes sénateur UMP des Hauts-de-Seine, vous vice-présidez la commission des affaires étrangères et de la défense, ici même au Sénat. Ce drame de ce matin n'est-il pas le drame de trop, j'allais dire, dans cette guerre qui n'en finit pas? Écoutez, si vous permettez, je voudrais d'abord dire que mes pensées vont vers nos soldats, vers leurs familles, vers leurs camarades. Vous savez que tous les jours, ils s'engagent totalement pour le salut des armes de la France, qu'ils ont professionnalisme, compétence. Et il est évident que le drame de ce matin, qui est un véritable assassinat, puisque nous n'étions pas en action de guerre, nous n'étions pas en sécurisation, nous étions en entraînement avec les camarades afghans, puisqu'il faut rappeler qu'à côté de la mission de sécurisation des territoires et petit à petit, progressivement, la montée en puissance de l'armée afghane, nous apportons une aide à la formation de celle-ci. Et c'est dans le cadre de cette formation, de cet accompagnement, que cet attentat odieux a eu lieu. C'est vrai que c'est un moment d'émotion fort, que c'est quelque chose qui nous choque profondément et qui nécessite de réfléchir. Je vois que le président de la République a pris des mesures immédiates, qu'il a demandé au ministre de la Défense et au chef d'état-major des armées de se rendre sur place pour faire un état des lieux, rendre compte. Je crois qu'il faut attendre ce retour, sachant que nous le vivons dans le prisme français, et le secrétaire général de l'OTAN à l'instant rappelait que c'est des actes isolés qui font beaucoup de morts. Mais quand on regarde l'ensemble du territoire afghan, on se rend compte que globalement l'année 2011 a été meilleure, puisque si nous avons eu, nous Français, plus de morts, malheureusement, globalement, les Alliés ont eu 150 morts de moins en 2011 par rapport à 2010, et que nos adversaires ne viennent plus au combat. Ils se contentent de lâches attentats, d'attaques kamikazes comme celle-là. Est-il temps, Jacques Gauthier, de retirer les troupes françaises du sol afghan aujourd'hui? Écoutez, je pense que si nous les retirions brutalement, tous nos morts n'auraient servi à rien et les 10 ans que nous venons de passer sur place n'auraient servi à rien. Il faut, et c'est le but de la visite du président Karzai dans une semaine à Paris, travailler avec l'Afghanistan pour préparer la sortie en sifflet et préparer les mesures de transition, parce que de là 2014, il faudra bien porter à bout de bras au niveau des alliés cet État afghan, financièrement, logistiquement, pour lui permettre de poursuivre un pas lent vers une certaine démocratisation et la lutte contre les talibans et la lutte contre Al-Qaïda. Donc pour vous, 2014, c'est une date possible, normale, Écoutez, pour le retrait des troupes françaises? Militairement, je dirais que c'est une date qui se comprend, qui a été appréhendée par tous, du président Obama jusqu'à l'ensemble des alliés, et elle est logique puisque la montée en puissance des troupes afghanes se fait. Vous savez que la Surobie, nous avons retiré 200 soldats et que nous avons transféré la responsabilité de ce district aux Afghans. Je remarque d'ailleurs que de plusieurs années, il n'y avait pas eu la moindre attaque et le moindre mort français en Surobie. De même, lorsqu'on regarde la Kapisa, c'est toujours dans le secteur de Tagab, où nous sommes encore ce matin victimes de cet attentat, que se passent les parties les plus dures avec les talibans. Au nord, autour de Nijrab, les choses se passent beaucoup mieux et nous sommes en train d'arriver à permettre à l'armée afghane de remplacer nos troupes sur le terrain. C'est pour ça que militairement, 2 ans et demi serait intéressant. Peut-on véritablement croire fiable aujourd'hui l'armée afghane qui a été formée par les alliés, dont les soldats français, lorsqu'on voit ce type de drame de tuerie? Vous savez, je me souviens de ces images épouvantables à la télévision lorsque le président Anwar el-Sadat, qui voyait ses troupes défiler devant lui, a été abattu par ces mêmes troupes. Vous n'empêcherez jamais que quand vous faites monter une armée de 100 000 à 300 000 soldats en quelques années, vous n'empêcherez jamais des infiltrations. J'ai tendance à dire, pour les avoir vus sur le terrain, à Tagab notamment, que les bataillons afghans, globalement, sont sûrs. Globalement, on n'empêchera jamais un attentat ponctuel avec un taliban infiltré ou quelqu'un qui aura été retourné. On a entendu François Hollande, le candidat socialiste tout à l'heure, qui réclame le retrait des troupes françaises fin 2012. Pour vous, c'est une date qui serait prématurée, vous l'avez un peu dit déjà. Si vous voulez, je pense que c'est un élément qui peut se discuter, oui. Mais il a rajouté, si j'ai bien entendu, en parfait accord avec le gouvernement afghan et les alliés. Or, les alliés souhaitent que nous restions jusqu'en 2014. Il faut savoir qu'en Surobie, nous aurions pu transférer le commandement il y a 6 mois. Le président Karzai et les Américains ont souhaité que nous restions 6 mois de plus à la manœuvre, alors que la situation aurait permis d'aller plus vite. Il est évident que notre engagement, la qualité de nos soldats,
rassure les Alliés et rassure en même temps les Afghans dans la possibilité d'avoir une armée qui puisse petit à petit se substituer à nous. Ce soir, des responsables de l'état-major américain expliquent que la France devra prendre et pourrait prendre sa décision seule sur une date d'éventuel retrait. Est-ce à dire que sur cette question, nous ne sommes plus liés, j'allais dire, à la coalition sous influence américaine? Si vous voulez, on voit bien que lorsque nos troupes sont ensemble, elles sont sûres parce qu'elles assurent leur propre sécurité. Lorsque nous avons des gens intégrés dans l'armée afghane, leur sécurité est mise en cause, peut être mise en cause par leurs propres soldats qu'ils forment et qu'ils encadrent. Donc la décision est importante. Je crois qu'on n'est pas à quelques jours. Il faut attendre le retour du rapport du ministre de la Défense qui pourra faire un état des lieux. Est-il possible encore de former dans ces conditions les soldats afghans, ou faut-il prendre du recul, ou faut-il changer le mode de formation en les intégrant mieux? Mais à partir du moment où vous ne leur accordez plus la confiance, il est évident que c'est difficile de leur transmettre un savoir. Quelque chose s'est cassé, vous pensez, aujourd'hui, entre les troupes françaises? Je pense que chez certains de nos soldats, la mission est là, mais ils ne regarderont peut-être plus l'ensemble des élèves qu'ils forment de la même façon. Et je crois que la France vit un moment d'émotion forte. Il faut dépasser cette émotion. Il faut regarder calmement ce qui se passe réellement, voir si on peut faire différemment la formation, et puis prendre des décisions le plus possible en lien avec le président Karzai et avec nos alliés. Président Karzai qui sera donc à Paris vendredi prochain. Merci beaucoup, Jacques Gauthier, d'avoir été avec nous. Et à l'instant, les condoléances de la Maison-Blanche au peuple français après le drame de ce matin en Afghanistan. Les feux de l'actualité présidentielle, eh bien, vous le savez, elles seront braquées dimanche sur le Bourget. Premier grand meeting de campagne de François Hollande. On attend du monde, beaucoup de monde. La salle retenue pourrait contenir 10 000 personnes. Un meeting stratégique, selon les proches du candidat socialiste, qui devrait préciser les motivations de son engagement. Sandra Serkira. Dimanche, au Bourget, ils seront tous là. Les ténors socialistes au premier rang. 10 000 personnes attendues pour ce premier meeting, symbole de l'entrée en campagne de François Hollande. Pendant 1h30, il va se présenter aux Français, se dévoiler, se raconter. Expliquer comment et pourquoi il est devenu candidat, comment son histoire personnelle correspond à celle de la gauche. Il y a nécessité dans une campagne électorale à s'adresser directement au peuple français, à lui dire la volonté que l'on a de transformer ce pays, à dire d'où l'on vient. Un discours personnel écrit par le candidat lui-même pour sortir de la séquence matraquage du bilan de Nicolas Sarkozy. À l'heure où les cafouillages se multiplient dans le camp socialiste, François Hollande mise sur ce rendez-vous pour redresser la barre. Pour son entourage, il est impératif de réussir ce meeting. Ce sera en même temps ce discours un appel à la mobilisation derrière son projet. Et donc il faut s'adresser à tous les Français et les rassembler très largement. Quelques axes de son programme seront dévoilés dimanche, mais il faudra attendre jeudi prochain pour en connaître tous les détails et les propositions chiffrées. Alors sachez que l'intégralité du discours de François Hollande, bien sûr, sera diffusée sur les chaînes parlementaires dimanche à partir de 15 h, en direct évidemment du Bourget. On le voit en tout cas, la campagne présidentielle prend tournure avec de nouveaux accents. Hier soir, par exemple, à Dunkerque, le candidat du MoDem, François Bayrou, a bichonné l'électorat populaire. Sur l'autre rive, c'est Jean-Luc Mélenchon, pour le Front de gauche, c'est plus classique, qui caresse lui aussi la classe ouvrière. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Alors c'est un petit peu nouveau dans cette campagne. La cause du peuple, si je peux reprendre cette expression de Jean-Paul Sartre, très bien, est aujourd'hui sur toutes les lèvres de quasiment tous les candidats à la présidentielle. Absolument, il y a d'abord des raisons symboliques. La globalisation au travers de la crise de la dette semblerait dire que décidément les marchés financiers l'ont emporté sur la démocratie. Et les logiques court-termistes de la finance sur l'économie. Et évidemment, ce sont les ouvriers, les employés, ces catégories populaires qui semblent être les premières victimes, les premières au front autour des thématiques symboliquement fortes que sont les fermetures de sites, d'usines et que sont les délocalisations. Il y a une seconde raison qui est politique. Il n'est plus possible pour un candidat à une présidentielle de dire que l'État ne peut pas tout, d'indiquer l'impuissance. Le sujet n'est pas tant de savoir si les politiques ont encore une prise sur le cours des choses, que les politiques doivent être
aux côtés de ceux qui sont en difficulté pour essayer d'améliorer la situation. Donc il ne peut pas y avoir de constat d'impuissance venant des politiques qui doivent être aux côtés des catégories ouvrières. Il y a une troisième raison qui est purement électorale, c'est que enfin les politiques ont compris que ce sont les catégories populaires, les ouvriers plus les employés, qui font à peu près 15 millions d'électeurs, qui font l'élection, selon qu'elles décident d'aller voter ou pas, d'abord, et selon ensuite l'orientation de leur vote. Donc, et compris que les catégories populaires sont d'autant plus décisives que le bas des classes moyennes se vivent dorénavant comme les catégories populaires, pouvant chuter du jour au lendemain dans la désaffiliation sociale, ce que certains ont appelé le descenseur social. Alors, Stéphane, évoquer le peuple, est-ce faire preuve de populisme, un terme qui colle, on le sait, à la campagne de Marine Le Pen? Les choses changent et justement la réponse est non. Le peuple, ce n'est pas le populisme. D'ailleurs, de ce point de vue-là, un ouvrage très intéressant d'un jeune politologue, Laurent Bouvet, vient de sortir un livre qui s'appelle Le sens du peuple. Du point de vue, je dirais, purement sémantique, il y a trois acceptions du peuple, finalement. Il y a le peuple, où on dit le peuple comme on dit la nation. C'est l'héritage de la Révolution française. Il y a le peuple conçu selon une acceptation qui est une acceptation de gauche ou de droite. Chacun en donne sa définition, mais la question du peuple est structurée par un débat gauche-droite. Et puis il y a une troisième conception qui est le populisme. Et là, c'est le peuple contre les élites, les petits contre les gros. Alors il n'y aurait plus à faire de différence de classe qui structure les représentations gauche-droite. Il y aurait d'un côté le peuple qui, lui, a la seule légitimité, et des élites, qu'elles soient de droite ou de gauche, qui sont en train de le tromper, d'où le recours à des hommes, des figures, des origines, qui seraient le retour à des formes de pureté ou de vraie intégration. Donc le peuple n'est pas le populisme, le peuple est dorénavant partout dans cette présidentielle, vous avez raison, mais ensuite il faut très attentivement regarder le sens que chacun en donne. Merci beaucoup Stéphane. Alors pour en savoir plus, je recommence la lecture de ce livre de Laurent Bouvet, Le sens du peuple. C'est paru dans la collection Le Débat chez Gallimard. Merci encore Stéphane. Merci. Petroplus, mise en vente. La décision a été annoncée ce matin par le premier raffineur indépendant d'Europe. Faute de pétrole, vous le savez, l'usine était à l'arrêt depuis le début du mois. Les 550 salariés espèrent désormais qu'un repreneur se fasse connaître. Mais déjà, le géant pétrolier français Total a d'ores et déjà indiqué qu'il n'était pas intéressé par la reprise du site. On peut s'attendre, en tout cas lundi, à une après-midi passionnée dans l'hémicycle du Sénat. Le texte sur la mise en place de sanctions en cas de négation des génocides, dont bien entendu le génocide arménien. Ce texte divise. À 3 jours du débat, Ankara met la pression sur la France pour que le Sénat français rejette cette proposition de loi. Delphine Girard, bonsoir. Bonsoir Pierre. Un drôle de contexte pour une discussion sénatoriale avec presque une pression de l'étranger sur les sénateurs. Oui, tout à fait. Depuis le mois de décembre et le vote des députés, eh bien, ce texte suscite une crise diplomatique profonde entre Ankara et Paris. Je vous rappelle donc que ce texte prévoit de punir d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende la négation d'un génocide reconnu par la loi française, dont bien entendu, vous l'avez rappelé Pierre-Henri, le génocide arménien de 1915 que la Turquie a toujours nié. Alors aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a demandé au Premier ministre turc Recep Erdogan de faire prévaloir la raison et, je cite, de maintenir le dialogue qui scie entre deux pays amis et alliés. Il faut dire que plus tôt dans la matinée, c'est le ministre des Affaires étrangères turc qui avait mis en garde les parlementaires. J'invite les sénateurs à bien réfléchir. S'ils votent, leur décision n'aura aucune validité. Ce sera une tache noire intellectuelle de la France. Alors Delphine, c'était très intéressant la semaine dernière. On a vu les positions des uns et des autres dans l'hémicycle du Sénat quelque peu bouger. On sait d'ores et déjà que les Verts auront des positions très tranchées, de même que les radicaux. Oui, alors c'est vrai que lundi, tous les yeux seront braqués sur le vote des sénateurs et ça ne va pas être simple. Il y a de fortes réticences sur ce texte, aussi bien à gauche qu'à droite. Je vous rappelle que la proposition de loi est présentée par une députée UMP. À droite, Jean-Claude Gaudin, sénateur maire de Marseille, ville dans laquelle vit une forte communauté arménienne, a expliqué que le groupe UMP ne fera pas obstacle au texte, mais il y aura des abstentions et aussi des votes contre, et pas des moindres. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, ou encore Gérard Larcher, l'ancien président du Sénat, qui est aussi
le groupe d'amitié France-Turquie au Sénat, eh bien, ont émis tous les deux de fortes réserves. À gauche, c'est également la confusion. Il y a la position officielle du groupe PS qui est en faveur de ce texte. François Rebsamen l'a rappelé. Il pense qu'une majorité votera ce texte. Il y a 2 sénateurs particulièrement en pointe, de nouveaux sénateurs, Luc Carnovas et Philippe Kaltenbach. Ils ont organisé des auditions en amont. Ils ont reçu des diplomates, des intellectuels pour tenter de faire campagne auprès de leurs collègues récalcitrants. Finalement, ça n'a pas eu l'effet escompté, car coup de théâtre cette semaine en commission, c'est un socialiste, Jean-Pierre Sueur, qui a fait adopter une motion qui rejette ce texte. L'argument de Jean-Pierre Sueur, il reprend finalement les propos développés par Robert Badinter dans une tribune publiée la semaine dernière dans Le Monde. Le Parlement n'est pas un tribunal. Il faut donc s'attendre à un débat beaucoup plus compliqué au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement le sait d'ailleurs. Et ce sera Patrick Ollier, le ministre en charge des relations avec le Parlement, qui viendra défendre la position du gouvernement sur ce texte. Un débat passionnant donc lundi, avec un résultat qui reste hypothétique encore, Delphine. Oui, tout à fait. Et vous pourrez suivre d'ailleurs ce débat en direct à partir de 15h sur Public Sénat. Et puis vous l'avez rappelé, Pierre-Henri, mais pour être tout à fait complet, eh bien, le groupe RDSE et le groupe écologiste votera contre. Chez les centristes, c'est un peu plus mitigé, donc le suspense demeure. Une grande journée sénatoriale. Merci beaucoup Delphine Girard. C'est une annonce qui a secoué, c'est le moins qu'on puisse dire, le petit monde de l'Internet, parfois accro à des téléchargements illicites. Elle est venue d'outre-Atlantique, où le FBI a mis fin aux activités de Mega Upload, le site fétiche pour de très nombreux amateurs à travers le monde de téléchargement. Première conséquence en France, la relance du débat lui aussi passionné sur la liberté ou pas sur la toile. Mounir Soussi. Les fondateurs de Mega Upload dans le box. Arrêtés cette nuit en Nouvelle-Zélande, les États-Unis réclament déjà leur extradition. Les autorités américaines veulent les juger pour violation de la loi sur les droits d'auteur. Parallèlement, le FBI a fermé le site de visionnage et de téléchargement. Une décision saluée par Nicolas Sarkozy. Le président de la République plaide pour un durcissement de la lutte contre le piratage. L'Hadopi, en charge de ce dossier, se félicite de l'action américaine. Eh bien pour nous c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? D'abord parce que ça démontre que l'on peut mener une action concertée et qu'il n'y a pas d'impunité. 6 pays ont réussi, alors 6 pays je parle de mémoire, il y en a peut-être un peu plus, mais ont réussi à mener une action. François Hollande l'a déclaré hier, il supprimera l'Hadopi s'il est élu. La toile devient un terrain d'affrontement entre droite et gauche. C'est un sujet qui est tellement traversant aujourd'hui dans la vie politique, c'est-à-dire que tous les secteurs sont impactés par Internet, à tous les échelons. Et donc de plus en plus, on va avoir des problématiques qui sont liées au numérique. Mega Upload ne répond plus. La fermeture du site a suscité une vague de protestations sur les réseaux sociaux. En France, 38 millions de personnes surfent sur le web. Les candidats n'oublient pas que derrière l'internaute se cache un électeur potentiel. Voilà, on revient sur ce dossier avec sur notre plateau Thierry Soler, vice-président UMP du Conseil général des Hauts-de-Seine et grand spécialiste de l'Internet au sein de l'UMP en particulier. Et en face de vous, Philippe Aigrin, cofondateur de la Quadrature du Net, un mouvement qui milite en faveur des droits et des libertés des citoyens sur le net. Philippe Aigrin, est-ce que la fermeture de ce site mondial de téléchargement est pour vous une décision liberticide ? Non. C'est une décision qui peut poser des problèmes de procédure dans ses aspects internationaux, dans l'importance des moyens ou la brutalité des moyens. Ça peut toujours être interrogé. Mais en soi, Mega Upload était une forme de petit monstre dans l'écosystème d'Internet. Oui. Et c'est un petit monstre dont la responsabilité de la naissance appartient pour beaucoup aux différentes lois, dont la DOPI, qui ont été conduites depuis une quinzaine d'années dans de très nombreux pays, et qui visaient à incriminer ou à poursuivre ou à dissuader le partage non marchand entre individus. Le résultat de ces approches, c'est qu'on a reporté les usages sur des plateformes centralisées de téléchargement et de streaming, plateformes à visée commerciale, plateformes ne rémunérant en rien les créateurs et dont les usages avaient une très mauvaise synergie avec les sources de revenus des créateurs. Donc vous me dites en quelque sorte que cet arrêt de ce site, c'est une sorte d'avatar, en tout cas la création de ce site a été une sorte d'avatar
retard de ces différentes lois à travers le monde pour contrôler les téléchargements. N'enlevons pas la responsabilité de ses fondateurs, mais la croissance et le report des usages vers ces sites, oui, je pense que l'amalgame qu'on a fait entre partage non marchand des œuvres numériques entre individus et piratage commercial y est pour beaucoup. Thierry Soler. Non, mais je peux être assez d'accord, d'ailleurs, avec ce que vient de dire monsieur. Je crois qu'il faut regarder ça d'une manière non caricaturale. Il n'y a pas d'un côté des conservateurs qui n'aiment pas Internet, qui veulent le brider, et puis d'un autre côté des libertaires qui veulent un monde sans droit et sans règles. Tout le monde conçoit, je pense, à peu près aujourd'hui, et je pense que cette loi Hadopi, elle a eu au moins ce mérite, que la création culturelle, elle doit être rémunérée et financée. Alors bien sûr, cette loi Hadopi, elle a été une réponse très imparfaite à ce problème. Mais elle a eu le mérite de rappeler des valeurs en France. Et ce que font les États-Unis aujourd'hui, qui sont connus pour défendre leurs intérêts, notamment leurs intérêts économiques, quand ils défendent Boeing, ils défendent aujourd'hui toute l'industrie de la musique, toute l'industrie du cinéma, en faisant fermer cette structure qui viole les lois. Alors au fond, en France, nous, cette loi Hadopi, bien sûr, elle ne prend pas en compte ce qui se passe depuis quelques temps, ce streaming, c'est-à-dire en fait la diffusion en temps réel. Dans quelques jours, il y a un rapport qui va sortir là-dessus. Il y a toujours plein de rapports, mais au fond, il faudra, parce qu'il y a aussi une querelle d'anciens et de modernes dans cette affaire, c'est que le Parlement, gauche-droite confondu d'ailleurs, prennent conscience que voilà, on est en 2012, que l'Internet change les choses et que l'Internet ne peut pas non plus être une zone de non-droit. Il faut trouver un modèle économique pour financer la création en ne permettant pas à des gens soit de faire du peer-to-peer d'une manière illégale, parce que sinon il n'y a pas de capacité pour des chanteurs à créer des chansons ou pour des artistes à faire, et puis pareil pour le streaming. Philippe Aigrin, on peut parvenir à cette forme d'équilibre entre la liberté des créateurs, la liberté des artistes, leurs droits bien entendu et celle des citoyens, cette liberté qu'ils revendiquent. D'abord, M. Soler renouvelait l'amalgame en parlant de peer-to-peer de façon illégale, alors que Mega Upload n'était pas un site de peer-to-peer. Et le problème et du téléchargement centralisé. Mega Upload était une plateforme avec des pratiques dont même les usagers n'étaient pas dans une situation non marchande. Mega Upload rémunérait les usagers des titres qui étaient le plus téléchargés. Ils ont distribué 9 millions de dollars en 3 ans à des usagers pour ça. Donc les usagers étaient eux-mêmes à but lucratif dans cette situation. Alors, ni la Quadrature du Net, ni les internautes, ni les citoyens n'ont attendu pour construire Internaute comme un espace où il y a des débats permanents sur les droits, où il y a une construction de formes de civilisation numérique qui mériterait une attention plus amicale que les commentateurs qu'elle reçoit souvent. Et à mon sens, ce qui est devant nous dans les années qui viennent, c'est de comprendre qu'on ne pourra lutter efficacement contre les pratiques qui sont réellement nuisibles que si on reconnaît un espace de droit aux usagers d'Internet et que cet espace de droit inclut les plateformes, la possibilité d'échanger des œuvres numériques entre personnes. Vraiment, il faut un vrai travail. Et je trouve qu'en regardant en 4-5 ans, comment ça a évolué. Il y a 4 ans, le débat était caricatural. Le président de la République avait cette loi Hadopi qui, encore une fois, est très imparfaite. Et j'ai bien noté que c'était un autre sujet, le peer-to-peer. C'est des débats assez spécialisés, techniques. Je vais essayer d'éviter cela. Mais les équilibres avancent. La gauche à l'époque française, qu'est-ce qu'elle disait? Non, il faut pas faire ça. L'Internet, c'est la liberté. Voilà. Aujourd'hui, François Hollande, il a un peu louvoyé. Voilà. Hier, il finit par reconnaître quand même au fond que la création artistique, même par Internet, elle doit être protégée. Alors moi, je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent. Voilà, il faudra, au-delà de la gauche et de la droite, trouver un consensus pour trouver un nouveau modèle économique pour le financement des artistes et la distribution des œuvres par Internet. Ça ne peut pas être une zone de non-droit. Ça ne peut pas être non plus un endroit qui va à l'encontre des évolutions technologiques. Aujourd'hui, l'Internet s'impose à tout le monde. Et donc voilà, il faudra trouver un mix intelligent. Ça ne se fera pas qu'au niveau français, ça se fera au niveau européen. Ça se fera également avec les États-Unis. En tout cas, en vous écoutant, on a bien l'impression que les choses avancent et que les positions se rapprochent quelque peu entre les partisans de la liberté pour les créateurs et de leurs droits et celle de liberté pour les citoyens. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. On avait posé à nos amis internautes de notre partenaire, le nouvelops.com, s'il fallait vraiment fermer ce fameux site Mega Upload. Eh bien non, à 82%. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça a été plus grave pour les jeunes Français, la fermeture de Mega Upload, que la perte du triple A. Un dernier mot. Je me méfie des sondages sur Internet, mais je voudrais dire une chose, c'est que même pour Mega Upload,
Upload, la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable s'appliquent aussi. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de cette édition. À suivre chez nos confrères d'LCP, Assemblée nationale, le magazine Entre les lignes. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Merci beaucoup.